Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous du 12h45. Voici le sommaire. À l'heure où le spectre du chômage plane sur les jeunes béninois, l'entrepreneuriat est considéré comme la clé pour la croissance économique. En cette fin de la semaine de l'entrepreneuriat, on s'intéresse à deux jeunes femmes qui ont excellé dans l'agroalimentaire. Et puis dans le monde, une personne sur deux est atteinte du diabète sans le savoir. Aujourd'hui, 14 novembre, la communauté internationale appelle à une prise de conscience au sujet de cette maladie. Enfin, retour sur l'un des 26 trésors royaux d'Abomey qui ont foulé le sol béninois mercredi dernier. Il s'agit de la calebasse à couvercle. Bienvenue si vous nous rejoignez. Selon un rapport de l'Afrobaromètre, datant de 2019, au moins 32% de la population béninoise est en situation de chômage. La jeunesse étant la couche la plus touchée. Pour pallier cette situation, l'entrepreneuriat apparaît comme l'une des options mises en avant. Et la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui prend fin aujourd'hui dimanche, on s'intéresse à l'occasion de cette semaine à deux jeunes entrepreneurs en agroalimentaire avec Alexandra Jotan. Partir du banal pour bâtir un empire financier. C'est à cela qu'aspire Kyriel Hunjo qui, après ses études, a opté pour l'entrepreneuriat. Je cherchais une idée d'entreprise qui ne nécessitait pas un coût de démarrage assez élevé. Comme quand j'étais au collège, j'avais l'habitude de vendre du popcorn salé à la récréation, tout ça. Je me suis dit, pourquoi ne pas refaire cela, mais en mieux. De 2018 à ce jour, la tâche n'a pas été facile pour faire accepter le produit aux consommateurs béninois. Difficilement, on atteignait 100 ventes le mois. Mais actuellement, 3 ans plus tard, on fait dans les 1000. La plus grande prouesse de l'année pour Kyriel Hunjo a été de réussir à positionner son produit dans les rayons d'un grand supermarché de la place. Germanita Lavinon da Silva est aussi entrepreneur. Son produit fait l'objet d'une demande croissante sur le marché. On a revisité tout ce qu'on aimait manger dans notre enfance, les pâtés, les beignets, des choses comme ça. Et qu'on sert à la clientèle. Au début, c'était les goûters, mais ensuite, la clientèle nous a poussé à servir les petits déjeuners et à servir également les déjeuners, les dîners. À la base, Madame Da Silva est informaticienne. J'ai fait mes études en informatique de gestion, ensuite en réseau informatique et télécom. Et j'ai exercé pendant 7 ans environ. Et je suis venue à l'entrepreneuriat sous un coup de tête. Un coup de tête certes, mais motivé par des raisons de famille. Dans le lot des milliers de jeunes confrontés au chômage, nombreux craignent l'auto-emploi tant il y a de paramètres à considérer. Le fonds de démarrage, les charges d'exploitation, à savoir le loyer et le salaire du personnel, la maîtrise du marché notamment. Il faut se battre avec les moyens qu'on a. C'est pas facile d'entreprendre, mais je me dis quand on est passionné par ce qu'on fait, on arrive à surmonter les difficultés et à s'en sortir. De la détermination. Cela semble banal, mais pourtant c'est le secret pour réussir. Aliko Dangote, richissime homme d'affaires africain, reçu sur un plateau de télé, confirme. Je pense que le plus important, en numéro 1, David, si vous vous lancez dans un business, vous devez comprendre ce business de A à Z. Et l'autre chose, c'est de travailler très dur, bien sûr. Vous devez avoir la ténacité de continuer. Vous allez trébucher quelques fois, mais vous devez être vraiment concentré et savoir ce que vous faites. La vision, l'optimisme, le sens de responsabilité, le goût du risque, telles sont les caractéristiques de l'entrepreneur à succès.
Merci Alexandra pour cet élément. Je le disais dans les titres, une personne sur deux est aujourd'hui atteinte du diabète sans le savoir, ce qui équivaut à plus de 400 millions de personnes qui en souffrent dans le monde. Des chiffres qui appellent à renforcer la prévention afin d'identifier les risques. Et justement, en ce 14 novembre, journée mondiale du diabète, on célèbre le centenaire de l'insuline, l'hormone utilisée pour le traitement du diabète. Un adulte sur 11 souffre de diabète dans le monde. C'est ce que révèle le rapport d'une enquête menée par l'Organisation mondiale de la santé et la Fédération internationale du diabète. Des chiffres en nette progression par rapport à celles publiées en 2014. Le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Toutes les tranches d'âge sont exposées à cette pathologie avec un pic observé chez les 60 ans et plus. Aussi, on estime que 3 personnes diabétiques sur 4 vivent dans les pays à faible revenu ou à revenus intermédiaires. 3 types de diabète sont généralement diagnostiqués chez les patients. Le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète insipide. Chez les diabétiques de type 1, les symptômes surviennent brutalement avec un besoin d'uriner fréquemment, une soif intense ou encore des pertes de connaissance à répétition. Le diabète de type 2, lui, évolue silencieusement. Ici, les symptômes sont semblables au diabète de type 1 avec un risque d'infection de la peau et des troubles de l'érection. L'hypertension artérielle, une alimentation trop riche en graisse et en sucre, la sédentarité, le tabagisme et les maladies cardiovasculaires, le surpoids et les facteurs héréditaires sont quelques indices à surveiller de près pour être à l'abri de cette pathologie. Si malgré toutes ces précautions, le mal survient, des injections d'insuline sont administrées aux diabétiques de type 1. Quant aux malades de type 2, des calmants leur sont administrés en début de traitement. L'insuline est ensuite prescrite en cas de nécessité. L'année 2021 marque les 100 ans de découverte de l'insuline et pourtant des millions de personnes atteintes de diabète à travers le monde n'ont toujours pas accès aux soins dont elles ont besoin. Pour l'Association mondiale des diabétiques, ce centenaire est une occasion unique pour apporter des changements significatifs et qualitatifs à plus de 460 millions de personnes qui vivent avec le diabète. Vous le savez, depuis quelques jours, les pluies ont repris, laissant quelques quartiers de Cotonou sous l'eau. Un phénomène cyclique qu'il urge de régler rapidement pour éviter justement les inondations. Edia Flavien Dovonou, spécialiste en management de l'environnement, nous donne ici quelques pistes pour en finir avec les inondations au Bénin. Avoir une ville de Cotonou non inondée, ça va être un peu difficile. Tout simplement parce que la base a été faussée. Cotonou, avec une superficie de 79 km², avait environ 30% de cette superficie en bas-fond. Mais aujourd'hui, le constat regrettable qui est fait, c'est que ces bas-fonds sont pris d'assaut, ces bas-fonds sont morcelés et vendus. Du coup, ces bas-fonds sont occupés par les habitants de Cotonou. Alors cela perturbe le coulement de l'eau, parce qu'après la pluie, l'eau qui devrait aller normalement dans ces bas-fonds, l'eau a du mal à s'y rendre. Du coup, l'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans les rues. Est-ce qu'on peut ne pas avoir, éviter les inondations? C'est possible lorsque nous allons vraiment investir. C'est de trouver des solutions pour qu'on puisse vraiment endiguer ce phénomène. Et l'une de ces solutions, c'est de restaurer les bas-fonds. Les bas-fonds sont des réceptacles naturels de l'eau. Lorsqu'il pleut, l'eau doit pouvoir venir dans les bas-fonds, rester là, s'infiltrer progressivement dans la nappe. Mais lorsque vous occupez les bas-fonds, vous avez du mal à gérer l'eau. L'eau rentre dans les maisons, l'eau rentre dans la rue. Je crois que le projet d'assainissement pluvial est une solution.
c'est une solution au problème des inondations à Cotonou. Maintenant, il va falloir qu'on se patiente pour voir la faisabilité de la chose. Parce que le vrai problème de Cotonou, c'est le relief qui est vraiment plat, donc qui ne facilite pas l'écoulement de l'eau. Deuxièmement, c'est la nappe phréatique qui affleure le sol. Déjà à 1 mètre, 2 mètres, vous avez de l'eau, n'est-ce pas, dans le sol de Cotonou. Tout ça va compliquer un peu vraiment les problèmes. Mais je pense que si ce projet arrivait, n'est-ce pas, à y mettre les gros moyens, nous allons pouvoir finir avec les inondations à Cotonou. Retour à présent sur l'un des 26 trésors royaux d'Abomey restitués au Bénin après plus de 129 ans d'exil. Il s'agit de la calebasse à couvercle. Eh bien, un trésor que Rodrigue Babagbeto nous emmène découvrir. La forme de la calebasse, les dessins gravés tout autour, la finesse des lignes tracées sur le couvercle, une preuve de plus de l'ingéniosité et du savoir-faire des artisans de la cour royale d'Abomey. L'œuvre est sculptée sur toute sa surface et issue de l'arbre à calebasse ou de la plante de sésame. On doit la sculpture et la décoration aux familles Agbosaga, Agbozo, Atinkuku, Agbida et Kpatra. Des familles qui étaient au service du royaume de Dahomey au XIXe siècle. Pour les héritiers de l'histoire du Dahomey, la calebasse revêt un sens culturel et cultuel. Elle paraît simple objet d'art, mais revêtait un caractère sacré. Elle ne faisait son apparition que pour des rituels à l'endroit des aïeux et n'était manipulée que par des femmes appelées les tassinants. C'est elles qui ont la charge de prendre la calebasse avec les bénédictions du roi pour implorer les ancêtres lors des cérémonies telles que Arambiba ou Djahoho. La calebasse faisait donc office de récipient et pouvait contenir le liquide à servir aux ancêtres pour avoir des faveurs. Seulement, l'état encore neuf de cette calebasse-ci donne à certains de penser qu'elle n'a jamais fait l'objet de cérémonies avant le sac du palais royal par le colonel Dodds. La calebasse à couvercle aurait également servi à transmettre des messages amoureux. Certains écrits lui prêtent le rôle de facteur. Son retour sur la terre de ses concepteurs après près de 130 années est sans nul doute un fort message qu'elle livre non seulement au peuple béninois, mais sûrement au monde entier également. Hors de nos frontières, direction Kigali, la capitale du Rwanda. Cette ville s'est dotée de pistes cyclables et de vélos en libre service pour promouvoir la mobilité verte. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. Depuis que des pistes cyclables longent les principales routes de Kigali, Placide s'est mis à pédaler. J'ai commencé à utiliser ces vélos quand j'ai compris à quel point ils étaient utiles. Ils m'aident à me déplacer plus vite car au lieu d'attendre le bus en seulement 20 minutes, je suis déjà sur mon lieu de travail. 80 vélos ont été mis en libre service par la start-up Gourarai le 9 septembre dernier à travers Kigali. Pour encourager leur usage, elle les met gratuitement à disposition l'espace de 2 mois. À terme, les utiliser ne devrait pas être plus coûteux qu'un trajet en taxi-moto. Bonjour, comment s'est passé votre trajet ? Très bien. Juste après avoir téléchargé l'application, vous vous connectez avec vos identifiants et une page affiche toutes les stations d'accueil autour de vous. Journée sans voiture, moto électrique, le gouvernement met en place une politique nationale de transport économique et non polluant, une stratégie rare sur le continent africain. Parce que nous ne sommes pas un pays producteur de pétrole, les transports classiques coûtent cher ici et le prix final pour le consommateur est élevé. Pour les transports à petite échelle, nous n'allons pas utiliser de pétrole. En soi, cela nous donne un avantage avec la réduction du prix par rapport aux autres moyens de transport disponibles. Une politique affichée depuis 2015 pour décongestionner le centre de la capitale. Le premier espace piéton vient d'être rénové. Pour les pistes cyclables, nous avons aujourd'hui couvert un réseau de plus ou moins 17 km à travers la ville. Les zones piétonnes comme celle-ci, nous comptons en faire. Déjà, nous avons dans le projet 2 que nous allons faire dans d'autres coins assez peuplés de la ville. Le Rwanda a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici à 2030. Et voilà qui met un terme à ce 12h45. Vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB3, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.